nouvelle émission de Passé Présent, une émission pour ceux qui aiment l'histoire. Passé Présent, c'est bien sûr et d'abord Philippe Conrad. Et Philippe, je crois qu'aujourd'hui vous allez nous parler de quelque chose qui n'est pas si connu que ça, l'expulsion des Morisques. Oui, parce que l'actualité m'a conduit à retenir ce sujet. On sait le procès en sorcellerie tout à fait surprenant qui est intenté à Éric Zemmour parce qu'il a eu le malheur d'évoquer un éventuel retour des musulmans dans leur pays d'origine. Eh bien, il y eut un épisode au cours de l'histoire moderne, au début du XVIIe siècle, où l'on a vu un pays, le royaume d'Espagne, organiser l'expulsion de sa minorité morisque, de sa minorité musulmane. Alors je précise tout de suite, il faut se garder de toute analogie un peu trop rapide. Pas d'amalgame. Voilà, le contexte n'est pas le même, les populations concernées en termes quantitatifs ne sont pas les mêmes. Nous sommes au XVIIe siècle, à l'issue d'une séquence de près de 9 siècles, au cours desquels la confrontation a été récurrente, quasi permanente entre le monde islamique d'Al-Andalus et le monde chrétien des royaumes de la Reconquête. Et puis une grosse différence aussi, c'est que dans le cas présent aujourd'hui, les opinions publiques, c'est le moins qu'on puisse dire, des pays concernés n'ont pas réagi d'une manière très virulente face à la colonisation de peuplement à laquelle nous sommes confrontés, pour ne rien dire des élites dirigeantes ou des pseudo-élites autoproclamées que l'on sait, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles d'ailleurs, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas joué leur rôle ou celui que l'on pouvait attendre dans cette affaire. Alors, cela dit, donc, au début du XVIIe siècle en Espagne, nous sommes dans une autre histoire sur laquelle nous allons revenir maintenant. Oui, alors comment se présente la situation en Espagne après la Reconquista? Alors, la Reconquista se termine de manière classique en 1492, en janvier 1492, quand les rois catholiques vont s'emparer de Grenade, la capitale du petit royaume nasride qui avait réussi à se maintenir dans le sud-est montagneux du pays, dans la partie méridionale de l'Andalousie, pendant près de 2 siècles, après ce que l'on a appelé la Grande Reconquête, qui avait vu la reprise par les troupes chrétiennes de Cordoue, de Séville, de Valence notamment. À ce moment, les rois catholiques sont préoccupés de l'unité religieuse, de l'unité spirituelle de leurs États, de leur royaume, et c'est un moment précis, une époque où l'on voit en particulier l'expulsion des Juifs qui refusent de se convertir en 1492, et dans le même mouvement, il s'agit d'obtenir de la minorité musulmane une conversion analogue. C'est contradictoire avec les promesses qui ont été formulées au départ par les rois catholiques, qui ont promis aux vaincus qu'ils pourraient conserver leur lieu de culte, qu'ils pourraient continuer à pratiquer leur religion, en étant devenus ainsi des minoritaires. C'est un petit peu un scénario qu'on avait connu tout au long du Moyen-Âge espagnol, les importantes minorités chrétiennes mozarabes subsistant dans Al-Andalus dominé par les musulmans, et ensuite des minorités musulmanes mudejares subsistant dans les territoires reconquis. Mais si les rois catholiques sont a priori favorables à cette solution toute politique au début, ils subissent la pression de l'Église pour obtenir des conversions rapides dans une époque, il faut le rappeler, où la coexistence religieuse ou la tolérance religieuse est un mot qui ne correspond pas à grand-chose, dans une époque qui a vu quelques décennies plus tôt la prise de Constantinople par les Turcs, le sac d'Otrante par les Turcs. Donc il ne faut pas juger de cette période et des décisions qui sont prises par les souverains à l'aune évidemment de nos préoccupations ou de nos principes d'aujourd'hui. Au début d'ailleurs, les rois catholiques veulent mettre en œuvre les choses de manière progressive. Le premier archevêque de Grenade reconquise, Hernando de Talavera, fait même réaliser une grammaire, un dictionnaire en dialecte grenadin, pour pouvoir justement faciliter la tâche de ceux qui sont censés convertir donc les musulmans. Mais très vite, Thomas de Torquemada, le grand inquisiteur, veut pousser à une conversion plus rapide, et surtout ce qui va s'avérer décisif, c'est la prise de position
du cardinal Jiménez de Cisneros, le fameux cardinal d'Espagne, un personnage clé du règne des rois catholiques, qui lui est favorable aussi à une conversion rapide des musulmans. Ce qui fait qu'en 1499, les rois catholiques décident d'organiser par exemple des baptêmes forcés à partir de cette date. Les choses vont aller en se précisant rapidement, puisque les musulmans sont censés se convertir, mais en fait, il s'agit de conversions forcées qui ne correspondent pas à grand-chose, au point que au début du XVIe siècle, Charles Quint, qui est devenu, on le sait, roi d'Espagne avec le titre de Charles Ier à la mort de Ferdinand d'Aragon, va être obligé de prendre des mesures pour préciser les choses. Et oui, Charles Quint, c'est un grand nom aussi. Comment va-t-il gérer cela? Alors Charles Quint, en 1525, va promulguer un édit d'unité religieuse du royaume, par lequel les enfants des musulmans sont obligés d'être baptisés, par lequel les mosquées doivent être transformées en églises. L'alternative pour les intéressés étant soit une conversion véritable et sincère, soit l'exil. On se retrouve dans la situation qu'a connue l'Espagne en 1492, quand une minorité de la communauté juive espagnole a refusé la conversion et s'est expatriée dans diverses directions. En fait, nous sommes là dans une situation classique où une religion dominante, dans une période où la religion commande la question du salut, ne peut tolérer une coexistence qui mettrait en cause évidemment les certitudes acquises en ce domaine. Et il suffit donc aux intéressés de se convertir et puis l'affaire est réglée. Nous ne sommes pas dans un contexte, comme on l'a dit parfois, un auteur, Rodrigo de Sayas, a parlé de racisme d'État à propos de l'attitude vis-à-vis de la minorité musulmane que l'on appelle désormais la minorité morisque. C'est un contresens complet puisqu'il suffit que les intéressés se convertissent et la question est automatiquement réglée par leur assimilation à la communauté chrétienne. Alors quelques intransigeants vont partir, refuser le baptême, il y aura des révoltes dans la Sierra de l'Espadán, dans la région de Valence en 1525-1526, il y a des réactions donc de la minorité morisque. Du coup, Charles Quint va modérer quelque peu les intentions qui étaient les siennes. En 1526, lors d'une réunion qui a lieu au couvent San Francisco de Madrid, on va laisser 40 ans aux intéressés pour se préparer à une conversion pleine, entière et sincère. Et on va tolérer de ce fait qu'ils conservent certaines traditions, leur langue, leurs costumes, etc. On va donc introduire un délai qui doit permettre une assimilation progressive. Voilà. Alors, qui sont-ils, ces morisques, et où les trouve-t-on? Ces morisques, en fait, que représentent-ils dans l'Espagne d'alors? Ils sont à peu près 300 000, donc pour une population qui tourne entre le 16e et le début du 17e, entre 8 et 9 millions d'habitants. Donc une minorité peu nombreuse, c'est vrai, à l'échelle de la population de l'Espagne prise dans son ensemble, mais ils sont concentrés localement dans certaines régions où ils représentent là une part importante de la population. C'est le cas dans la vallée de l'Èbre, c'est le cas dans le Levant valencien, c'est le cas surtout bien sûr en Andalousie, notamment sur le territoire de l'ancien royaume de Grenade, et puis il y a également des minorités significatives en Extrémadure. Que font-ils? Alors soit ce sont des paysans, des travailleurs agricoles, des muletiers qui occupent un certain nombre de petits métiers, qui sont très appréciés par les grands propriétaires, notamment du Levant valencien, parce qu'il s'agit d'une main-d'œuvre assez docile et une main-d'œuvre que l'on peut se permettre, vu son statut religieux, de payer moins que les chrétiens, ce qui suscite d'ailleurs des jalousies et des réactions de ces derniers. En
En revanche, à Grenade, il y a une aristocratie morisque qui s'est maintenue depuis la conquête du royaume en 1492. En fait, ces morisques, ils vont constituer une société parallèle dans l'Espagne d'alors, avec sa langue, son algarabia, dont est venu le mot charabia chez nous, oui. avec son costume, avec le maintien de certaines traditions, le respect du jeûne du ramadan, les interdits alimentaires, surtout pour le porc d'ailleurs, un peu moins pour le vin. On a même un cas de ces morisques qui va faire le pèlerinage de la Mecque, le Hadj. Alors, ces morisques, donc, ils ne vont pas en fait s'assimiler, et en 1566, Philippe II, les 40 ans prévus par son père Charles Quint se sont écoulés. Philippe II va exiger que les mesures prises ou annoncées soient enfin mises en œuvre, et cela va susciter là encore des réactions violentes, et notamment un épisode particulièrement sanglant. C'est la deuxième guerre de Grenade. Voilà. C'est cela. Et là, la coexistence devient impossible. Voilà. Ce que l'on appelle c'est la guerre. La deuxième guerre de Grenade, tout à fait, qui va s'étendre entre 1568 et 1571, où là, on est confronté à une véritable guerre, à une véritable insurrection armée. Alors, la ville de Grenade elle-même n'est pas véritablement concernée. Ce sont plutôt les alentours d'Almeria, le massif montagneux des Alpes Arras qui sont concernés. Les insurgés ne mettront pas la main sur un port important, ce qui est intéressant à signaler parce qu'ils ne pourront pas recevoir ainsi des soutiens massifs, même si par le petit port de Zorbas, ils vont recevoir des contingents venus de l'Afrique du Nord barbaresque pour les soutenir. En tout cas, la guerre va être une guerre tout à fait impitoyable, tout à fait sauvage même. Les insurgés s'emparent d'une forteresse où ils vont massacrer toute la garnison, vendre les femmes à leurs coreligionnaires d'Afrique du Nord. Il y aura une répression tout à fait sévère, conduite par le marquis de Montderar, puis ensuite par Don Juan d'Autriche en personne, le futur vainqueur de Lépante. On ne fait pas de prisonniers, encore une fois, c'est une guerre impitoyable qui va Dieu reconnaîtra les siens. Voilà, qui va se prolonger donc jusqu'en 1571. Alors c'est une guerre qui présente une caractéristique, c'est que les morisques peuvent apparaître comme une sorte de cinquième colonne à un moment où le royaume d'Espagne est engagé en Méditerranée dans la lutte à la fois contre les Ottomans, c'est l'époque de Lépante, et aussi contre les barbaresques d'Afrique du Nord qui viennent lancer sur les côtes espagnoles des raids dévastateurs, ce qui donne évidemment une dimension supplémentaire à ce conflit. Les morisques attendant d'une victoire ottomane ce qu'ils considèrent comme une revanche ou comme une libération. D'où évidemment la méfiance ou l'hostilité qu'ils suscitent dans la majeure partie de la population. Cette guerre de Grenade donc se termine en 1571. Cela dit, rien n'est réglé pour autant. Et alors, on va en arriver à l'expulsion, pure et simple. Parce que, encore une fois, rien n'a été réglé. Cette minorité entend défendre son identité, sa religion, maintient en fait clandestinement ses croyances. On va même prendre des mesures à son égard, par exemple l'interdiction de s'installer à proximité des côtes, parce qu'on craint que les barbaresques ne puissent, depuis l'Afrique du Nord, venir établir une tête de pont dans le contexte de lutte permanente un vrai danger, qui a lieu à l'époque en Méditerranée. C'est effectivement un vrai danger. Il y a même une haine très farouche qui oppose désormais les communautés. Voici ce que disait un moine trinitaire. Vous savez, les trinitaires, c'était ceux qui se chargeaient notamment de racheter les captifs qui avaient été enlevés. Et voici ce que disait Pablo Aznar y la Fuente à cette époque, comment il présentait les morisques: fils et familiers de Satan, menteurs et cauteleux,
né avec le mensonge dans la bouche et le vol dans la main. Ça ne crée pas les conditions ça, d'un évidemment. vivre ensemble particulièrement Oui, harmonieux. ça, Alors du coup, du fait de cette situation, en 1609, le roi Philippe IV, sur les conseils de son ministre, le duc de Lerma, va décider l'expulsion de cette minorité, qui va être préparée de manière extrêmement minutieuse, très administrative, qui va s'opérer entre 1609 et 1613. Ça va s'étaler donc sur 4 années. On va mobiliser une bonne partie de la flotte, des troupes en quantité importante, et on va expulser ainsi d'Espagne 300 000 morisques, en commençant par la région de la vallée de l'Èbre, et puis en terminant par la région de Murcie, la plus proche des côtes d'Afrique du Nord. En effet, c'est par le fait que l'Espagne contrôlait le Presidio d'Oran, ce qu'allait devenir l'Algérie plus tard, les Espagnols s'étaient installés au début du XVIe siècle. C'est dans ces conditions qu'ils ont pu, bénéficiant de ce poste avancé sur la côte nord-africaine, expulser méthodiquement les Maurices qui vont ensuite se disperser en Afrique du Nord et jusque dans l'Empire ottoman. Alors on imagine une série de bateaux partant avec une navette qui s'est installée à partir du port de Carthagène. Donc, tout ça est encadré sur le plan militaire, ça se passe dans l'ordre. On réagit contre les tentatives de certaines populations chrétiennes de pillage ou de molester les partants. Tout ça se passe de manière très administrative dans une Espagne à l'époque bien organisée. Et en février 1614, le comte de Salazar, qui avait été chargé de cette opération, peut rendre compte devant le Conseil du roi qu'elle est désormais terminée. Alors, cette opération, évidemment, vous imaginez le jugement qui peut être porté à son sujet aujourd'hui, mais les analyses et les interprétations changent avec le temps. Je cite simplement ce que disait dans son histoire de l'Espagne Ramón Menéndez Pidal, qui fut dans la première moitié du XXe siècle le grand historien espagnol. Son histoire de l'Espagne en une quarantaine de volumes, c'est l'équivalent de l'histoire de Lavis chez nous, par exemple. Alors que nous disait donc Menéndez Pidal, après de nombreux siècles de voisinage forcé avec les chrétiens, cette race exotique ne s'était jamais intégrée à l'Espagne, ni à sa foi, ni à ses idéaux collectifs, ni à son caractère. Les morisques ne furent jamais assimilés et vivaient comme un néoplasme cancéreux dans la chair espagnole. On imagine ce que ce texte aujourd'hui pourrait susciter comme commentaire et comme réaction. Cela dit, il faut se garder en tout cas de tout anachronisme. C'est ce que disait Henri Lapeyre, le grand spécialiste français de l'histoire des morisques, qui rappelait que juger de la légitimité ou de l'opportunité de l'opération au nom de principes étrangers à l'époque est une entreprise parfaitement inutile. Il faut toujours se garder de l'anachronisme. En tout cas, ce que nous pouvons remarquer, c'est que les représentations ou les interprétations d'un événement peuvent changer radicalement du tout au tout. Finalement, Éric Zemmour ne disait pas autre chose dans la fameuse interview qu'il a donnée à un journal italien. Eh bien, merci Philippe. On se sent moins seul. Et puis, restez avec nous. On revient tout de suite. Moi, je vais vous raconter une histoire épouvantable. Épouvantable par son côté humain et épouvantable parce que tout ça aurait pu être évité. Mais vous savez ça, Philippe, dans l'histoire, quand quelque chose commence à mal marcher, que quelqu'un ne fait pas son travail, ça peut avoir des conséquences terribles. C'est la fameuse théorie du grain de sable. Et là, c'est un Nous avons de nombreux exemples. Nous avons dans ce domaine. Terribles exemples. Je vais vous raconter l'histoire d'un bateau de guerre américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce bateau, qui était un destroyer lourd, s'appelle l'Indianapolis.
Alors l'Indianapolis, c'était un bon bateau qui était d'ailleurs le navire amiral de la Scouting Force. Il avait reçu le président Roosevelt plusieurs fois. Enfin, c'était un bateau solide qui, jusque-là, avait eu beaucoup de chance. Il avait en particulier évité d'être coulé à Pearl Harbor, ce qui n'était pas gagné. Et cette brillante carrière nous amène en 1945. Et là, il a l'ordre de prendre des caisses d'une centaine de kilos à San Francisco, dans le plus grand secret, et ces caisses contiennent l'uranium fissible, je crois, des bombes qui vont être larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Ces bombes qui s'appelaient Little Boy et Fat Man, quelque chose comme ça. Il a l'ordre de traverser le Pacifique le plus vite possible. Il va battre des records. Il va faire des milliers de kilomètres en quelques jours et livre ces fameuses bombes sur l'île de Tinian. Jusque-là, mission parfaite, tout va bien. Sur l'île de Tinian, il embarque des jeunes recrues qui n'avaient pas encore vraiment fait leur classe et qui devaient aller sur l'île de Leyte pour subir un entraînement. Bon, on est à la fin de la guerre, certes, mais la guerre continue dans le Pacifique. Donc, il demande sur l'île de Tinian s'il y a un danger et s'il a besoin d'être escorté. Parce qu'évidemment, un destroyer, c'est pas très manœuvrant, hein, il peut bombarder, il l'avait fait d'ailleurs, il s'était brillamment illustré, en particulier à Okinawa, mais c'est en pleine mer, il est vulnérable. C'est un gros bateau lourd qui est très très vulnérable, en particulier aux sous-marins, aux torpilles lancées par des sous-marins japonais. Et là, pas de chance, le capitaine qui s'appelle Charles McVeigh va tomber sur un autre capitaine qui sait pertinemment qu'il y a un vrai risque, parce qu'il a décodé des messages japonais, et puis surtout que les Américains viennent de perdre un autre destroyer quelques jours avant. Mais le capitaine Oliver Naka ne veut pas donner l'info, parce qu'il ne veut pas que les Japonais sachent qu'ils savaient. Donc il dit au capitaine de l'Indianapolis: il n'y a pas de risque, allez-y mon vieux, on ne vous donne pas d'escorte, il n'y a même pas besoin de zigzaguer, vous y allez tout droit, c'est tranquille, quelques jours de mer, et vous arrivez sur l'île de Leyte. Première et grave erreur, parce qu'il y avait un vrai danger, on va le voir plus tard. Deuxième grave erreur, c'est que l'île de Tinian envoie un message radio au contre-amiral McCormick, qui était sur l'Idaho, à côté de Leyte, pour lui dire l'Indianapolis part et va arriver dans quelques jours. Malheureusement, le type, la petite main qui envoie le message se trompe de niveau de sécurité et l'envoie comme restricted message et non pas comme secret message. Donc c'est classé déjà comme pas important du tout, et surtout l'entête du message ne passe pas. C'est-à-dire que ça n'arrive pas au contre-amiral McCormick, et ça arrive à plein de gens qui classent ça sur un tas de papier et qui ne s'en occupent absolument pas. Sur l'île de Tinian, on se dit il est parti, bon ben il est parti, hein, voilà, c'est tout. Et il est effacé de l'ardoise, donc personne ne sait que l'Indianapolis est en route vers l'île de Leyte, qu'il est tout seul et qu'il est vulnérable. Qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes là le 30 juillet 1945, donc une semaine avant Hiroshima. En pleine nuit, un sous-marin japonais de la classe des I-58, commandé par le capitaine Hashimoto, n'en croit pas ses yeux. Un gros bateau tout seul, qui est là, comme disent les Américains, sitting duck, le canard assis. Il tire 2 torpilles, et la première torpille touche la proue, la deuxième fait exploser le bateau vraiment au milieu, c'est-à-dire les chaudières, enfin un désastre, et le bateau va couler en 12 minutes, ce qui est très très peu. Il y a 1197 hommes à bord. Le capitaine Charles McVeigh donne l'ordre d'envoyer des SOS, bien sûr, avec la position, mais les SOS, là aussi, vont soit ne pas arriver à la bonne personne, soit être considérés
comme de la désinformation envoyée par les Japonais. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et le bateau va couler. On ne trouve même pas le bugle, l'espèce de clairon, pour sonner l'évacuation générale du bateau. Donc 300 hommes vont mourir, vont couler tout de suite dans cette nuit tragique du 30 juillet au 31 juillet 1945, vont couler avec le bateau. Donc vous imaginez, sur 1197 hommes, déjà 300 qui sont morts, et les autres qui se retrouvent avec ou sans petits canots de sauvetage et gilets de sauvetage qui sont en capote, qui ne sont pas très adaptés. Ils se retrouvent dans de l'eau, et de l'eau qui est froide, hein, parce que ça a beau être la mer des Philippines, on a froid très vite. Et ils se retrouvent dans de l'eau mêlée d'huile, il y a du feu, enfin c'est un cauchemar. Et le capitaine prend les mesures qu'il faut, il essaye de récupérer tous les survivants, il a une corde de 30 mètres, il les fait s'attacher, ceux qui peuvent, parce qu'il y a quand même 800 types dans la mer, hein, certains sont à 1 kilomètre. Et puis là, il dit à ses troupes, bon, on a envoyé des SOS, on est attendu à l'aide, de toute façon, dans les 2-3 heures qui viennent, on va avoir de l'aide, forcément. Et non, parce que personne ne sait qu'ils sont là et personne ne sait qu'ils sont coulés. Alors, entre-temps, le japonais, lui, le capitaine Hashimoto, a envoyé un message à Tokyo en disant « J'ai coulé un destroyer, à mon avis, il n'y a pas de survivants ». Et là encore, les Américains décodent ce message et n'y croient pas, en disant « C'est japonais ». Ils sont tout le temps en train d'essayer de nous abattre le moral. Donc, personne ne sait. Et les malheureux vont rester 5 jours dans l'eau. Alors, déshydratation, le froid et surtout les requins. Alors, les requins, dans ce coin-là, c'est une race de requins qui ne se trouve qu'au large, et ça, c'est bien pour les gens qui sont sur les plages, des requins longimanes. C'est pas très grand, c'est 3,50 m, mais ça suffit, hein, ils sont terribles. Ils commencent par manger ceux qui sont morts ou qui flottent, bon. Et puis, ils s'enhardissent, il en arrive de plus en plus, parce que bien sûr, ça fait du sang dans l'eau. Donc, les 5 jours qui vont suivre vont être absolument cauchemardesques. Certains hommes vont devenir fous, certains ont des hallucinations parce qu'ils boivent de l'eau de mer, ce qui est la chose à ne pas faire. Donc, ils ont des atteintes neurologiques. Certains pensent que, par exemple, il y a des Japonais parmi eux. Tout d'un coup, leur copain à côté d'eux devient un Japonais et ils s'entretuent à coups de couteau. Et puis surtout les requins qui tournent sans arrêt et qui happent leur proie. Et que les hommes essayent de faire du bruit, de taper sur l'eau, ça ne sert à rien. Il y a le témoignage absolument bouleversant d'un survivant qui avait son meilleur ami à côté de lui, qui était très mal en point, qui était blessé, et il essayait de lui soutenir la nuque, parce que les gilets de sauvetage en capote, il faut quand même nager, faire des gestes avec les mains, sinon on se retourne et on se noie. Donc il essayait de le maintenir comme ça. Et puis au petit matin, il voit qu'il n'est pas bien du tout, il a l'air vraiment mort, et il se rend compte avec horreur qu'un requin a mangé les jambes et le ventre de ce pauvre type, et qu'il ne reste que la tête, le tronc et les bras, avec le gilet en capote. Donc un cauchemar absolu. Et ils vont mourir, c'est sûr. Alors certains prient, certains hurlent, certains insultent. Puis la plupart sont des petits jeunes, hein. Ils ont 17 ans parfois, donc ils ne sont pas aguerris du tout pour faire face à ça, et puis qui le seraient de toute façon. Et puis, miracle, il y a un hydravion qui va les voir, et qui se passe au-dessus de l'eau. Normalement, il ne devrait pas remarquer quoi que ce soit, parce que le bateau a coulé depuis longtemps, donc il y a des petites têtes qui s'agitent, et puis c'est tout. Mais par un miracle, le commandant va confier les commandes à son second, et va ouvrir la trappe dans le ventre de l'avion pour réparer quelque chose. Et là, sous lui, à ses pieds, et il voit ces hommes qui sont en train d'être attaqués par des requins. Alors évidemment, il prévient tout de suite les autres bateaux américains en disant « Venez vite, voilà la position ». Et comme il voit que les requins attaquent et mangent des hommes sous ses yeux, il fait la seule chose qu'il fallait faire, il se pose avec son hydravion. Les hommes
essaie, évidemment, il en récupère autant qu'il peut dans la carlingue, il en récupère sur les flotteurs, et il en récupère même sur les ailes et sur le corps de l'avion. Donc l'hydravion ne peut pas redécoller, mais de le voir, et puis déjà les 56 qui sont en dehors de l'eau sont sauvés. Il va falloir encore plus d'une demi-journée pour qu'un autre destroyer arrive à la rescousse. Le bilan va être terrible et sur ces 800 marins, il n'y en a que 317 qui vont survivre. C'est un cauchemar absolument épouvantable et l'histoire ne se termine pas là parce qu'il faut des coupables dans ce cas-là. Qui était le coupable? Le capitaine Charles Naquin, bien sûr, qui n'avait pas donné les bonnes infos. Mais il va se retrouver dans la commission d'enquête, ce qui est quand même un comble. Et le pauvre capitaine Charles McVeigh va lui passer en cour martiale. Comble de l'humiliation, on va faire venir comme témoin à charge le capitaine japonais, qui est un peu gêné d'être là, mais qui profite il va venir en tourisme avec sa femme, ses gosses, il va avoir $100 d'indemnité par jour, il est dans le meilleur hôtel, et il va témoigner de façon très désinvolte en disant, de toute façon, même s'il avait fait des zigzags, je l'aurais coulé. De toute façon, je l'aurais coulé. Le capitaine McVeigh va être condamné, ce qui va le démolir psychologiquement, et il va finir par se suicider d'une balle dans la tête en 1968. Il n'a jamais pu passer sur cette tâche alors que c'était un grand marin. Mais dans les années qui ont suivi, il y a un gamin de 12 ans, un petit Américain, qui dans le cadre d'un projet d'école commence à s'intéresser à cette histoire, interviewe les survivants, et réunit un dossier. Alors ses profs d'histoire vont l'aider, et puis ça va faire boule de neige, et puis des journalistes. Et le cas va être de nouveau jugé. Et en 2001, le capitaine McVeigh est réhabilité par le président Clinton. Mais quelle histoire horrible. Ça a été le pire désastre de la marine américaine. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Pichot-Bravard, qui est professeur d'histoire du droit à l'université de Brest, qui enseigne aussi à l'Institut catholique d'enseignement supérieur de La Roche-sur-Yon, qui enseigne aussi, je crois, dans une institution bien connue, proche de Florence, où il se consacre davantage à l'histoire de l'Église. Professeur Pichot-Bravard, vous avez été l'auteur d'un ouvrage consacré à Napoléon III et les catholiques, paru aux éditions Artege il y a quelques années. Le pape ou l'empereur. Le pape ou l'empereur, les catholiques et Napoléon III. Voilà le titre exact. Le pape ou l'empereur, les catholiques et Napoléon III, à une époque où, on le sait, s'est beaucoup développé l'ultramontanisme, dont bénéficiait en ce temps-là le pape Pie IX, avec tous les problèmes qui se sont posés quant aux relations entre Paris et Rome, du fait des aléas de l'unité italienne. Et puis, vous avez publié ensuite aux éditions Ellipse un ouvrage consacré au Parlement d'Ancien Régime. L'histoire constitutionnelle des parlements de l'Ancienne France. Voilà, histoire constitutionnelle des parlements de l'Ancienne France, donc aux éditions Ellipse. Travail tout à fait précieux, parce que c'est une histoire qui est très mal connue et qui est à l'origine de beaucoup de confusion souvent, puisque on a des gens qui confondent parfois les parlements d'Ancien Régime avec un parlement, le parlement de la monarchie constitutionnelle ou de la République parlementaire ultérieure, alors que ça n'a pas vraiment grand-chose à voir. Et je crois que ce livre a été récompensé par... non, pas celui-là. C'est celui que je vais présenter maintenant, qui s'appelle La Révolution française, tout simplement. Qui a eu le prix Renaissance. Voilà, qui a eu le prix Renaissance, qui sera remis, je crois, au mois de février. Le 4 février. Le 4 février. Le 4 février à l'Aéroclub de France, par le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme. De Bourbon-Parme. Alors, cette révolution française, on serait tenté de dire une de plus. On connaît un certain nombre, de Michelet à Pierre Gaxotte, de Mathiez à Lefebvre,
à Soboul, à Furet, etc. Elle présente évidemment l'originalité, l'intérêt. Cet ouvrage, je le précise, est publié aux éditions Via Romana. Elle présente l'intérêt de nous proposer une lecture un petit peu inhabituelle de la Révolution. Nous ne sommes pas là dans la téléologie républicaine classique. On peut considérer que c'est un ouvrage inspiré par un esprit contre-révolutionnaire. Est-ce que je me trompe ? Préface de Philippe de Villiers. Oui, la préface de Philippe de Villiers annonce déjà la couleur. En fait, en écrivant ce livre, j'ai voulu montrer ce qu'a été l'événement de la Révolution française, ce qui a été l'essentiel de cet événement, en y intégrant les travaux particuliers et passionnants qui ont été publiés au cours de ces dernières décennies et qui n'avaient pas jusque-là donné lieu à une relecture globale de cet événement. Je pense notamment aux travaux de Frédéric Aurevillois sur le cartésianisme, les travaux de Xavier Martin sur l'anthropologie des Lumières, les travaux de Jean de Vigry sur l'éducation, sur la religion, sur les idées politiques de Louis XVI, les travaux de Renate Sécher sur la Vendée. Et intégrant ces travaux à une relecture globale de la Révolution, je suis arrivé à la conclusion que le cœur de la Révolution avait été la volonté de faire table rase du passé pour donner naissance à une société entièrement nouvelle, censée apporter à tous le bonheur, ici-bas, de régénérer la société. Le verbe régénérer, le mot régénération sont omniprésents dans le discours politique dès 89. Même Louis XVI emploie le terme lors de la réunion des États généraux. Et cette régénération de la société a conduit les législateurs révolutionnaires à s'emparer de tous les aspects de la vie sociale pour les transformer, et y compris ceux qui touchent au plus intime de la vie humaine. La régénération de la société appelait la régénération de l'homme. Cette régénération de l'homme, elle est au cœur du projet jacobin des années 93 et 94. Et cette régénération de l'homme débouche sur la première expérience totalitaire du monde contemporain. Totalitaire, vous avez employé le mot. Oui. Effectivement, la France a été confrontée à quelque chose de jamais vu. Jamais aucun tyran n'avait été aussi effrayant dans ce qui s'est passé. Là. Exactement. Tant par la terreur que par l'ampleur des transformations imposées à la population. La terreur, d'ailleurs, n'attend pas 1793 pour déployer ses effets. Ce qui se passe le 5 septembre 1793, c'est la mise à l'ordre du jour de la terreur. La terreur devient légale, elle devient officielle, mais le climat de terreur a commencé bien plus tôt. En fait, on peut faire remonter le climat de terreur, et c'est ce que font les contemporains, ceux qui l'ont vécu. Je pense notamment au député Malouet, je pense à Napoléon Bonaparte. Tous deux font remonter le commencement de la terreur aux événements de juillet-août 1789, c'est-à-dire les premiers massacres. Les premiers massacres. Et puis il y a les massacres de septembre. Les massacres de septembre qui ont été particulièrement horribles, qui ont duré 3 jours à Paris et qui, au cours de ces 3 journées, ont coûté la vie à plus d'1 millier de personnes. Et dans des conditions affreuses. Dans des conditions absolument affreuses. Le supplice de la princesse de Lamballe en étant l'exemple le plus caricatural. Oui, je sais qu'à Louvciennes, les insurgés ont marché jusqu'à la maison de Madame du Barry et ont jeté par-dessus la tête du duc de Brissac. Oui, du duc de Brissac. Ils ont jeté la tête, et c'était son amant. Mais des choses tellement épouvantables. On a l'impression d'une folie collective. En Asie, il y a un mot pour ça qui est amok, une espèce de folie qui prend tout un pays et qui déchaîne les instincts les plus bas. Tout un pays, il faudrait mesurer tout cela, parce que les massacres de septembre, on le sait, les acteurs sont peu nombreux.
2 à 300 tueurs en tout et pour tout dans une ville qui compte 700 000 habitants. C'est très peu de monde. Des tueurs qui d'ailleurs étaient encouragés par la Commune de Paris et rétribués pour le travail qu'ils faisaient, ce qu'a montré Frédéric Bluch dans l'étude qu'il a consacrée au massacre de septembre. Et qui a consacré également une étude à Danton, qui à l'époque était chargé de la justice et qui s'est bien gardé d'intervenir. Oui, il est intervenu très ponctuellement pour sauver 2-3 amis, mais ça lui a permis à bon compte d'avoir la conscience tranquille. Oui, oui. Mais vous disiez que tous les aspects de la vie des gens étaient touchés. Déjà, par exemple, le nom des mois, ou les prénoms, ou les noms de lieux. Grenoble qui devient Grelibre, Saint-Germain-en-Laye qui devient Montagne-Bonnaire. En réalité, dans toute cette entreprise qui touche au calendrier, qui touche donc, la relation des hommes au temps, qui touche à l'organisation même de la journée, qui touche à la religion, avec la religion civile, le culte de l'être suprême, qui survivra d'ailleurs à Robespierre sous un autre terme, on parlera de culte des cadavres, mais c'est la même chose. La théophilanthropie. Et puis ensuite, il y aura l'expérience plus limitée de la théophilanthropie, qui touche également à l'instruction publique, qui est conçue en 1993 comme le moyen de former des citoyens républicains, et non comme le moyen de transmettre des connaissances. Tous ces aspects montrent une idée, à savoir que l'on a la conviction que l'homme peut être changé en changeant l'environnement qui est le sien. On croit que l'homme n'est que matière et qu'il est muet, guidé qu'il ne fait que réagir aux sensations qu'il perçoit en fonction d'un seul et unique carburant, son intérêt égoïste. C'est ce qu'a très bien montré Xavier Martin dans ses études depuis 30 ans. Et cette conviction amène à la conclusion que si cet homme ne fait que réagir à des sensations, il suffit d'agir sur ces sensations perçues pour amener l'homme à agir d'une certaine manière et, par accoutumance, à son insu, le conduire à agir différemment, le transformer sans qu'il s'en rende compte. Et c'est bien l'objet de toutes ces initiatives dont vous parlez. Et la terreur fait aussi partie de cette régénération sensationniste. Il ne s'agit pas simplement d'éliminer ce que l'on n'espère pas régénérer. Il s'agit aussi, dans une perspective révolutionnaire qu'exploiteront ultérieurement les bolcheviks, les communistes chinois, de mouiller un maximum de monde dans le processus de terreur. Celui qui commet une vilainie, qui dénonce son voisin, qui participe à une mise à mort, se trouve lui aussi régénéré par l'action qu'il a commise. Il est de fait tenu par le système. Oui. Alors, cette dérive révolutionnaire, il faut en rechercher les origines, donc, dans la crise de la conscience européenne qu'évoquait Paul Hazard, qui a abouti à la formation au milieu du XVIIIe siècle de l'idéologie des Lumières. Oui. Il y a, à l'origine de cette révolution, par-delà des causes multiples et complexes, la révolution est due à une crise institutionnelle, financière, une crise sociale, une crise économique, ultimement, dans les derniers mois. Et il y a aussi une crise des idées et une crise des mentalités. Et cette crise des idées, cette crise des mentalités, elle puise ses racines assez loin. Il faut remonter probablement au milieu du XVIIe siècle avec un quadruple bouleversement de la conception du droit et du droit naturel avec Grotius, bouleversement de la conception de la connaissance avec Descartes et de la relation au temps. Descartes et l'application qui est faite de ces idées invente le progrès, donc une autre relation au temps. Bouleversement de la conception de l'homme avec Gassendi, l'adoption d'une conception matérialiste de l'homme, sensationniste de l'homme, et puis bouleversement de la conception de la société avec Hobbes, puis Locke et plus tard Rousseau.
l'adoption d'une conception individualiste et contractualiste de la société qui elle-même puise ses racines dans le nominalisme de Guillaume d'Occam. Alors là, nous remontons au début du XIVe siècle. Au XIVe siècle, oui. Et alors, cette révolution, on connaît la fameuse formule de Clémenceau, nous disant la révolution est un bloc. Or, depuis, un certain nombre ont voulu nuancer cette affirmation. On pense notamment aux travaux d'un Furet, voire d'un Jacques Godchaux, nous expliquant qu'il y a la révolution des origines qui s'inscrit en 1789 dans le contexte des révolutions atlantiques anglaises puis américaines, et qu'à un moment donné, il y a un dérapage, en quelque sorte, qui va nous mener à la révolution de l'an 2, à Robespierre, à la dictature montagnarde, à la révolution culturelle de l'an 2, puisque vous parliez de la Chine tout à l'heure, le terme a été employé à propos de la Révolution française. Quelle est votre vision des choses dans ce domaine? Est-ce qu'il y a une unité du processus révolutionnaire, ou est-ce qu'il faut distinguer en quelque sorte diverses périodes, l'une d'entre elles correspondant à une sorte d'accident malheureux? Alors, il est certain que Barnave n'est pas injuste. Il est certain que il y a entre 89 et 93 un certain nombre de différences. Mais par-delà ces différences, il y a un certain nombre de points communs qui assurent l'unité de cette révolution. Il y a cette volonté de régénération, il y a cette volonté, l'importance accordée aux conceptions abstraites, aux idées abstraites, la volonté de reconstruire la société à partir d'idées abstraites. On est en plein dedans, là, aujourd'hui. On est en plein dedans. La révolution n'est pas terminée, a dit Vincent Payon. Manifestement, oui. C'est tout à fait clair, oui. Et d'autres le pensent aussi. Oui, le réel n'est pas important, c'est l'idée qui est importante. C'est l'idée qui est importante. Et alors cette idée-là, elle assure l'unité de la Révolution. Il y a également l'hostilité à l'Église catholique, pas aux principes religieux que l'on tente d'instrumentaliser au profit de la patrie, de la République. La religion catholique est la cible d'une hostilité de principe. La religion catholique traditionnelle, romaine. Oui. Je ne parle pas d'un catholicisme éclairé, aseptisé, dépouillé de tout son merveilleux, de toute sa dimension miraculeuse, et qui serait même plus que gallicant, qui serait un catholicisme réduit à l'état de philosophie humaniste. Je ne parle pas de cela, je parle du catholicisme romain, traditionnel. Ce catholicisme-là est la cible de l'hostilité révolutionnaire dès 89. On le voit, un certain nombre de signes dans la Déclaration des droits de l'homme, dans le refus de faire de la religion catholique la religion de l'État, également dans la nationalisation des biens du clergé le 2 novembre 89, qui avait pour objectif de priver l'Église des moyens d'assurer ses missions sociales et hospitalières. Et éducatives. Et voilà, et éducatives. Et la fameuse création de ces prêtres jureurs contre les prêtres. Alors c'est très intéressant d'ailleurs cette question des prêtres jureurs, parce que la constitution civile du clergé imposait de manière unilatérale un nouveau statut à l'Église de France, un statut civil, civique. Constitution civile du clergé. Il s'agit d'intégrer le clergé à la société nouvelle. Seulement, des fonctionnaires, quoi, à la limite. De les transformer en fonctionnaires rétribués par l'État. Seulement, rien n'était prévu pour s'assurer de l'adhésion des prêtres et des évêques à ce nouveau système. Et c'est pourquoi l'Assemblée, quelques mois plus tard, à l'initiative non pas du comité ecclésiastique, mais du comité des recherches. On parle très peu du comité des recherches. Le comité des recherches, c'est une commission parlementaire qui a été créée le 31 juillet 89, qui annonce à certains égards ce que sera le comité de sûreté générale. C'est la police de la pensée. C'est la commission qui reçoit les dénonciations, qui enquête sur les délits d'opinion, qui engage des poursuites contre tous ceux qui pensent mal. Tiens, tout amalgame avec ce qui se passe aujourd'hui, évidemment. Et ce comité des recherches invente l'idée du serment des prêtres, qui
qui permettra de s'assurer que ces prêtres Qu'ils sont adhèrent bien à- à ce nouveau système. Oui. Voilà. Il y a une très grande importance du serment dans l'histoire de la Révolution. Le serment, c'est ce qui permet de marquer l'adhésion au contrat social. Voilà. Oui, oui. De marquer l'adhésion à ce monde que l'on crée, et c'est ce qui détermine l'accès aux droits et libertés que l'on a définis dans la Déclaration des droits. Tant que l'on refuse le serment, eh bien, on n'a pas donné à la cité nouvelle le gage De sa fidélité, d'adhésion qui oui. est exigé. Et les malheureux prêtres qui refuseront de jurer seront exterminés, pourchassés, Persécutés très tôt. Persécutés. Ceux qui les Fournissent cachent une aussi. bonne partie du contingent de victimes des massacres de septembre, Oui. déjà, dès Il y a 92. eu un peu plus de 200 prêtres qui ont été massacrés, notamment au Carme, pas seulement au Carme, mais au Carme notamment 3 évêques ont été massacrés en septembre 92, et au même moment, d'autres prêtres ont déjà été massacrés en juillet 92, avant même l'abolition de la royauté, dans certaines parties du Midi, dans le Lot-et-Garonne et en vallée du Rhône. C'est à ce moment-là qu'ont eu lieu les premiers assassinats. Et puis ensuite, il y aura, à partir de l'automne, tous ces prêtres que l'on enfermera sur les pontons de Rochefort, Oui. dans des Horrible. conditions apocalyptiques, Ouais. tellement dures qu'au bout d'1 an et demi, presque les 2 tiers de ces prêtres étaient morts du fait des mauvais traitements subis. Ouais, ouais. Et ça, la République ne s'en vante pas trop. Hein, mais, Alors je voudrais peut-être revenir sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur les 2 révolutions. La difficulté est, dans cette lecture, de placer la césure entre la bonne révolution libérale et la mauvaise révolution radicale et violente. Montagnard. Alors, François Furet place la césure au cours de l'hiver 91-92. L'ennui, c'est que la constitution civile du clergé annonce déjà ce qui va se passer sous la terreur. Les persécutions ont déjà commencé à ce moment-là. Des prêtres ont déjà été arrêtés, il y a déjà eu mort d'homme à ce moment-là. Les premières violences, elles n'ont pas attendu l'hiver 91-92. On les constate dès les journées d'octobre et dès les journées de juillet 89. Le premier acte le premier massacre a lieu le 14 juillet À au la soir, Bastille. avec la garnison de la marqué de Launay. Bastille, avec le gouverneur de la Bastille, avec le prévôt des marchands, Flessel, en attendant l'intendant de Paris et son beau-père, Foulon de Douai, qui était quelques jours plus tôt ministre du roi. Donc il faudrait faire remonter la césure très tôt. Oui. En réalité, dès le début de l'été 89. Alors qu'est-ce qui reste à la première révolution dans ces conditions-là? Pas grand-chose. Il reste ce que Tocqueville appelait l'unanimité libérale, mais Tocqueville parle de l'été 88, c'est-à-dire d'épisodes qui ont lieu avant le commencement officiel de la Révolution. Une unanimité qui a volé en éclats dès l'automne 88. Voilà. Donc c'est pour cela que cette démonstration me laisse un petit peu songeur, dans la mesure où aucune des césures proposées ne peut emporter la conviction, à moins de la fixer très tôt, comme le fait Malouet, comme le fait Bonaparte, c'est-à-dire dès le 14 juillet 89. Alors il y a une comparaison qui s'impose aussi avec la Révolution anglaise du XVIIe siècle. Je pense à la glorieuse Révolution de 1688, notamment sur le plan religieux. En Angleterre, on n'a pas du tout un processus comparable à ce qui va se développer en France. Et au contraire même, c'est au nom de l'anglicanisme que l'on se soulève, que l'on s'insurge contre Jacques de Stuart, suspecté de vouloir se rallier au catholicisme. Bien sûr, c'est d'ailleurs la thèse d'Edmund Burke, député Whig aux communes, qui, dès 1790, réfutant des discours entendus en Angleterre, explique que la Révolution française de 89 n'a rien à voir avec la Révolution anglaise de 1688, parce que la Révolution anglaise de 1688 était une révolution au sens astronomique du terme, qui entendait restaurer ce que le temps avait perverti, restaurer des droits et des libertés historiques, alors que la Révolution
française de 89 est une révolution qui fait table rase du passé. Oui, oui. Alors le vandalisme des révolutionnaires, qui a été épouvantable quand on pense aux chefs-d'œuvre gothiques en particulier qui ont été... Il n'a pas été pire que celui des protestants pendant les guerres de religion. Vraiment. Ouais. Le vandalisme est toujours insupportable, mais cet amalgame, pour reprendre un mot à la mode, entre les rois de Judée, par exemple, des cathédrales, et les rois de France, personne ne s'est rendu compte au moment que... Est-ce qu'il y a eu des voix qui se sont élevées en disant... Il y a eu quelques protestations. C'est quand même notre histoire. Il y a eu quelques protestations. Le terme vandalisme apparaît à ce moment-là. Des protestations relativement tardives. Je me souviens notamment d'une intervention de l'abbé Grégoire en 95. C'est lui qui a inventé le terme d'ailleurs. C'est lui qui invente le terme, effectivement. Et le terme vandalisme fait référence aux Vandales qui avaient pillé Rome en 454 ou 455, le pillage qui a été le plus terrible. Oui, voilà. Et alors, certains se sont élevés, effectivement. Cela n'a pas empêché ce pillage de continuer, et notamment du fait de l'exploitation forcenée des biens nationaux. Oui. Il faut mentionner ce qui a été l'une des grandes affaires de la Révolution. Quand on parle des acquis de la Révolution, dans les années 1795, 1800, 1805, on ne parle pas des droits de l'homme, on parle du transfert de propriété des biens nationaux. C'est très concret. Des biens mal acquis. Des biens très mal acquis, c'est-à-dire de ces biens confisqués par l'État au détriment de l'Église, puis des émigrés, puis d'ailleurs des insurgés et des condamnés à mort, vendus dans des conditions qui, au départ, étaient à peu près correctes et qui, à partir de 1995, ont ressemblé de plus en plus à du brigandage, où l'on vendait des propriétés considérables au dixième de leur valeur. Et ceux qui achetaient ces propriétés ont souvent détruit pièce par pièce, pierre par pierre, des chefs-d'œuvre. Je pense à l'abbaye de Cluny. À l'abbaye de Cluny, qui est l'exemple le plus choquant. Le plus choquant, ce chef-d'œuvre d'art roman, dont le cloître, dont l'abbatiale ont été dépecés pierre par pierre pour permettre de réaliser une juteuse opération immobilière. Oui, scandaleux. Et parlons aussi de la contre-révolution, un tout petit peu. Comment ont-ils réagi de voir que les pays de l'Ouest s'organisaient, se levaient en masse au nom de Dieu et du roi? Est-ce qu'ils ont, à un moment ou à un autre, est-ce qu'ils se sont dit que c'est quand même des Français, c'est la guerre civile, ou est-ce que non, c'était dans leur... Il n'y a pas de remise, il n'y a pas de leur part de remise en question. C'était des traîtres. C'était des traîtres ou c'était des populations qui étaient manipulées par les prêtres et par les gentilshommes. De toute manière, refusant le contrat social, refusant la révolution, refusant de donner le gage attendu, eh bien, ils sont en dehors de la cité nouvelle. Ce sont des étrangers, ce sont des ennemis. Et donc, n'étant pas citoyens, ils ne sont même pas des hommes, ce sont des sous-hommes, pour reprendre le titre du dernier livre de Xavier Martin, Naissance du sous-homme au cœur des Lumières. Voilà. Donc, il y a de la part d'abord de l'Assemblée législative à l'automne 91, puis de la Convention en 93, aucune marque de compréhension à l'égard de ces populations de l'ouest de la France, qui, il est vrai, présente un danger idéologique terrible. Mais oui. Parce qu'on a fait la révolution au nom du peuple, mais d'un peuple abstrait. Et là, le peuple réel, le vrai, le peuple des laboureurs, des vignerons, des tisserands et des artisans se soulève pour Dieu et pour le roi. Alors, ils ne comprennent plus, là. Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, et cela explique en partie la brutalité inouïe de la répression, qui dépasse très largement, contrairement à ce qu'a pu écrire Jean-Clément Martin, qui dépasse très largement ce qui a pu se pratiquer en d'autres temps et en d'autres lieux précédemment, pour ramener l'ordre dans des provinces révoltées, puisqu'il y a eu
une volonté d'exterminer toute la population par 4 plans successifs. Le premier datant de l'été 93 et qui a échoué avec la défaite des Mayenzais à Torfou au mois de septembre 93. Le second intervient en octobre 93 et vise à la destruction de l'armée catholique et royale elle-même, de nouveau. Le troisième, c'est le plan mis en œuvre par Turreau, après la destruction de l'armée catholique et royale. C'est-à-dire à un moment où les Vendéens ne représentent plus aucun danger militaire. Ce sont des pauvres gens, ce sont des femmes, des enfants, des vieillards et des blessés. Oui. Et c'est à ce moment-là que l'on envoie ces colonnes qui vont tout brûler, tout détruire, tout massacrer. Et qui vont même songer, c'était le plan de Turreau, songer à incendier les bois et les forêts. Oui. Bon, techniquement, ce n'était pas possible de le faire, mais c'était dans l'idée de Turreau. Et puis le 4e plan, c'est le plan qui va succéder au plan de Turreau, qui a échoué, malgré les pertes terribles infligées à la Vendée entre janvier et mai par les colonnes infernales. Le 4e plan, c'est celui qui va se déployer entre la fin du printemps, l'été et le début de l'automne, jusqu'au moment où la Convention va s'incliner et ouvrir des négociations avec ce qui reste des Vendéens. Après la révolution thermidorienne. Donc. Voilà. Mais alors, dans la mémoire officielle, on passe assez vite sur ces massacres de Vendée. On parle souvent d'Oradour, pour revenir à un exemple plus récent, mais c'était 10 ou 15 Oradours, très largement. C'est largement comparable. C'est la même chose. C'est les femmes et les enfants ont fait... Presque au chiffre près, oui. Puisqu'à Oradour, il devait y avoir 630 morts, et au Luc, 560. Oui. C'est la même histoire. Dans des conditions aussi atroces aussi. Et cette histoire des Lucs, on la retrouve dans un certain nombre de paroisses vendéennes qui ont eu 200, 300, 400, 500 morts au cours de massacres, ou le même jour, ou au cours de massacres qui ont eu lieu à plusieurs reprises. Et si on se rend sur place, c'est terrifiant. On voit presque heure par heure où passent les colonnes infernales et on voit combien sont massacrés dans telle ferme. C'est vraiment une espèce de vague sanglante que rien ne peut arrêter. Oui, vague sanglante et puis une sorte d'immense brigandage. Oui, en plus. Parce que l'une des premières choses qu'ont fait les colonnes infernales a été de confisquer tout le bétail, toutes les ressources en blé, en vin. Turreau raconte dans ses lettres que le premier convoi faisait quelque chose comme 2 lieues de longueur, 2 lieues de charrettes, les unes derrière les autres, chargées de tonneaux et de sacs de blé. C'est le casse du siècle. Ah oui, exactement. Et en même temps, ils ont besoin de saints, entre guillemets. Je pense au Petit Barras, par exemple, la mort du Petit Barras. Alors, l'histoire du Petit Barras est une histoire complètement inventée par la propagande jacobine. L'histoire du Petit Barras, c'est un garçon de 13-14 ans qui a été tué par des voleurs de chevaux. Donc, une affaire finalement assez banale. C'était pas des royalistes. Pas du tout. Et on en a fait, à l'initiative de Robespierre d'ailleurs, on en a fait un héros entouré de royalistes, les armes sur la poitrine, crie « Vive le roi » ou « On te tue » et il crie « Vive la République ». Et on voit d'ailleurs les tableaux qui ont été faits au début de la Troisième République, où on le voit même embrasser sa cocarde et il tombe percé de coups. Cette histoire est une histoire qui est complètement inventée. Ah oui, mais c'est... Qui ose le dire. Mais il faut reconnaître cependant qu'au cours des dernières décennies, il y a quand même eu un retour de mémoire très intéressant sur ce terrain-là. C'est dû en grande partie d'ailleurs à Philippe de Villiers et à tout le travail qu'il a accompli en Vendée. Aujourd'hui, on peut difficilement ignorer, comme ça a été le cas pendant longtemps dans l'enseignement de l'histoire officielle, si on peut dire, ce qu'a été le calvaire de la Vendée.
Oui, assez curieusement d'ailleurs, le bicentenaire de la Révolution a produit le fruit exactement inverse à celui qui était attendu. On l'a totalement ressenti à l'époque comme tel, bien sûr. Il y a eu un retournement qui s'est opéré à cette époque-là, préparé depuis une quinzaine d'années par l'entreprise culturelle de Philippe de Villiers, au Puy du Fou, qui a joué un rôle tout à fait considérable dans la prise de conscience de l'opinion quant à l'histoire de notre pays et quant à ce qui s'était passé en Vendée. Et sur le plan historiographique, dans le contexte de la relecture de la Révolution apportée par Furet, entre autres, mais également la redécouverte d'un certain nombre d'auteurs comme Augustin Cochin, par exemple, et toute l'histoire qui a été faite à ce moment-là de ce qu'avait été dans sa réalité l'insurrection vendéenne. On ne peut plus soutenir aujourd'hui qu'il s'agissait d'un complot fomenté par la noblesse qui était au contraire plutôt au départ sur l'incertitude, sur le retrait. C'est un mouvement populaire, une insurrection populaire qui s'est exprimée là, durant cette séquence. On est venu chercher les gentilshommes. On est venu chercher Charette. Ils ne voulaient pas y aller. Ils ne voulaient pas y aller, ouais. Charette s'était caché sous son lit, c'est ça, dit-on. Paraît-il. Bonchamp a demandé à ceux qui venaient le chercher une nuit de prière pour réfléchir à tout ça. Delbé avait encore moins envie de partir, sa femme venait d'accoucher, il avait autre chose à faire. Quant à Lescure, Denissan, ils étaient à l'époque sous les barreaux, et ce sont les Vendéens qui les ont délivrés. Oui. Donc c'est vraiment un mouvement populaire. C'est un mouvement populaire. Oui. Bien, je crois que l'émission se termine. L'émission se termine. Merci on resterait beaucoup, volontiers Philippe Michaud-Bravard. avec vous. Donc je rappelle votre livre intitulé tout simplement La Révolution française. Le titre peut paraître banal, mais le contenu ne l'est pas. Aux éditions Via Romana. Et moi, j'ai envie de terminer avec la chanson de Sardou. Elle avait de bonnes intentions, la Révolution. Mais après, ça se gâte. Et ça se gâte vraiment. Et ça se gâte très vite. Oui. Merci, messieurs. Et chers amis, à bientôt. Restez avec nous pour la prochaine émission de Passé Présent.